Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous allons attendre quelques instants que tout le monde puisse se connecter. Donc, nous allons démarrer pour ne pas laisser patienter ceux qui étaient là. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire qui porte sur la déclaration sociale nominative, la DSN, bonnes pratiques et pièges à éviter. Donc, je suis Clémence Vanier, je serai modératrice durant ce webinaire et je serai accompagnée de ma collègue Laurence No. Donc, nos intervenants pour ce webinaire sont Sylvie Convenant. Bonjour, je suis Sylvie, chargée de mission à la Direction régionale de la prévention à la CARSAT Bretagne. Et de Catherine Gouriot. Bonjour, Catherine Gouriot, chargée de mission également au risque professionnel au service tarification accident du travail. Et de Johan Moissan. Bonjour à tous, Johan, donc comme le dit Clémence, Johan Moisan, donc chargé de la relation entreprise à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Donc maintenant, quelques consignes à respecter pour le bon déroulé du webinaire. Donc, posez vos questions en bas à droite dans l'onglet questions pour que nos intervenants y répondent en fin de webinaire. Vous pouvez aussi partager votre expérience ou vos commentaires dans l'onglet chat, toujours en bas à droite de votre écran. Mais si vous avez des questions pour nos intervenants, posez-les bien dans l'onglet questions. Et dernière chose, à la fin de ce webinaire, vous pourrez télécharger la présentation à partir de l'onglet Apps, donc les 3 petits points en bas à droite, et cliquer sur l'icône partage de fichier. Donc au sommaire aujourd'hui, côté CARSAT, nous aurons la CPAM et CARSAT, nos rôles. Après, nous allons voir qu'est-ce que la DSN. Nous allons ensuite voir les solutions pour déclarer mon salarié et mon établissement et des exemples d'anomalies. Côté CPAM, nous allons voir les fondamentaux, la DSN événementielle, le tableau de bord et des exemples d'anomalies. Donc, ces consignes étant dites, nous allons entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Sylvie. Donc, je vais vous parler des acteurs et de leur rôle. Tout d'abord, en première ligne, on a bien sûr l'employeur. L'employeur, il doit produire sa déclaration accident du travail. Donc, de préférence via le portail Net Entreprise. C'est un moyen très rapide et gratuit. Il doit aussi produire sa déclaration de salaire, sa DSN, donc le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Il doit contrôler son compte employeur, donc c'est-à-dire ses accidents du travail ainsi que ses dépenses, sur le compte accident de travail maladie professionnelle qui se trouve lui aussi sous Net Entreprise. Et il veille aussi à la santé et à la sécurité de ses salariés, par exemple pour la mise à disposition d'équipements de sécurité nécessaires au travail effectué. Donc la caisse primaire, son rôle, c'est l'immatriculation des assurés. C'est aussi la gestion des demandes de reconnaissance d'accident ou de maladie professionnelle, le versement des prestations maladie et risques professionnels, et l'accompagnement des employeurs sur la réglementation et les services en ligne, notamment avec le site amélie.fr. Et la CARSAT, elle impute les dépenses sur le compte employeur. Donc, ce sont les dépenses qui sont liées aux accidents de travail qui se trouvent aussi sur Net Entreprise sous le compte accident de travail maladie professionnelle. Elle calcule le taux accident de travail. Donc, ce taux vous a été notifié au 1er janvier sous le site netentreprise.fr. Donc, à vous d'aller le télécharger. Et nous donnons aussi des conseils en prévention. Nous avons à votre disposition des contrôleurs de sécurité ainsi que des ingénieurs qui peuvent se déplacer dans votre entreprise et aussi par téléphone. Je vais laisser la parole à Catherine pour la suite. Voilà, Catherine Gouriot, donc CARSAT
Pour le service tarification, je vous disais tout à l'heure. La DSN, vous connaissez bien sûr. Pour vous, c'est un fichier qui est mensuel que vous produisez au moment de la paie. Elle vous permet de communiquer les informations nécessaires à la gestion de la protection sociale de vos salariés, aux organismes et aux administrations qui sont concernés. Elle remplace l'ensemble des déclarations et diverses formalités administratives à une diversité d'acteurs tels que les caisses primaires, les impôts, l'URSSAF. La DSN vous permet une transmission tout en un des données sociales. Elle doit être émise pour chaque établissement et inclure tous les salariés qui y sont rattachés. Chaque SIRET a sa propre DSN mensuelle. Les solutions pour déclarer votre salarié ou vos salariés. Vous confiez votre paie à un tiers déclarant. Donc le tiers déclarant, c'est éventuellement un expert comptable pour effectuer la déclaration préalable à l'embauche, la DPAE, et mettre en place la transmission de la DSN. Vous pouvez également adhérer à l'une des offres de l'URSSAF telles que le TES, titre emploi service entreprise destiné aux entreprises, et le CEA qui est lui destiné aux associations. C'est le même système pour ces deux cas-là. Ce sont des services qui sont gratuits et qui peuvent transmettre la DSN pour vous. Quelles sont vos solutions toujours pour déclarer un salarié? Vous effectuez la déclaration préalable à l'embauche vous-même sur le site DPAE URSSAF ou Net Entreprise. Vous achetez un logiciel de paie compatible DSN et vous réalisez vos déclarations donc vous-même ou alors par le tiers déclarant comme je le disais précédemment en créant un compte sur le site Net Entreprise. On vous remet les données Net Entreprise ci-dessous sous la vignette, vous l'aurez dans le document définitif et on va vous le mettre en lien également dans le chat. Lorsque vous ouvrez votre établissement, quelles sont vos démarches? Donc, lors de la création d'un nouvel établissement ou lors d'un déménagement, il est indispensable d'obtenir en amont de votre premier envoi de DSN le numéro de SIRET, le nouveau numéro en fait qui vous est attribué par l'INSEE. Donc, pour avoir ce SIRET, vous allez devoir faire votre démarche auprès du guichet unique, l'INPI. L'INPI, je recherche mes notes, mais je vais l'avoir sur le volet d'après pour la définition exacte. L'INPI, en fait, se substitue au CFE que vous connaissiez jusque-là, Chambre de commerce, Chambre des métiers, l'URSSAF pour certaines organisations comme les associations. L'INPI, en fait, c'est l'Institut, je cherche ma vignette, national de la propriété industrielle. Et donc, il a été désigné par le gouvernement depuis le 1er janvier 2023. La montée en compétences s'est faite tout au fil de l'année 2023 et elle est réelle depuis le 1er janvier 2024, entre autres. Les avantages de l'INPI, c'est l'accès rapide et facile à toutes les formalités de création. Vous renseignez également les informations et vous déposez les pièces des dossiers complémentaires et vous disposez d'une visibilité sur l'état d'avancement de votre traitement, de votre demande. Lorsque vous ouvrez votre établissement, vous avez donc une transmission de DPAE à effectuer. Vous faites le contrôle du SIRET pour vérifier l'intégration du SIRET dans le dispositif et vous transmettez votre déclaration sur le nouveau SIRET. Alors attention, si vous n'avez pas reçu le nouveau SIRET, si ça tarde un petit peu, ce qui peut arriver effectivement, il ne faut jamais fermer l'ancien SIRET et tant que vous n'avez pas reçu ce nouveau, donc vous continuez à faire les déclarations sous l'ancien tant que vous n'avez pas le nouveau. Côté CARSAT tarification, les DSN que vous faites de manière mensuelle arrive en fait au niveau de la CARSAT l'exercice suivant, c'est-à-dire qu'en février 2024, nous allons traiter toutes les DSN que vous avez créées courant 2023. Donc pour tout l'exercice 2023, on va avoir nous une DSN annuelle et nous allons générer l'alimentation du compte de l'employeur. Donc pour chaque SIRET, ça va aller impacter les données CARSAT au niveau de la tarification et ça nous permettra également le calcul du taux de l'exercice N+1. Donc on est en train de rentrer en 2024 les données 2023 qui nous permettront de calculer les taux 2025. Des anomalies sont détectées si les déclarations sont considérées comme non conformes aux attentes de la CARSAT. Donc en 2022, par exemple, on avait à peu près 2900 anomalies, déclarations rejetées en fait. En 2023, on a augmenté un petit peu ce chiffre-là, avec toujours la même proportion d'anomalies pour les deux exercices qu'on a connus récemment. C'est seulement 3% du report effectué pour toute la région Bretagne. Cependant, sur les 2900 rejets, il n'y en a pas un qu'on doit exclure au niveau traitement. On est vraiment obligé de faire un traitement gestionnaire par gestionnaire et dossier par dossier pour régulariser chaque anomalie. Je vous donne quelques exemples.
On a des anomalies d'identification dans un premier temps, qui sont liées au SIRET, qui n'est pas connu dans notre base au moment où on traite le report des données automatiques. Donc, on a un rejet d'identification lié au SIRET, ou alors lié à l'état du SIRET, s'il est connu chez nous, mais radié ou transféré ou encore fusionné selon les cas. On va avoir également là un rejet qui va s'effectuer à notre niveau. Et le troisième motif, c'est la période d'activité qui ne correspond pas à la période connue dans notre base comme étant voilà, une DSN pour 2023 pour un compte créé au 1er janvier 2024. Pour nous, c'est forcément un rejet. On vous met le lien utile dans le menu personnalisé du tableau de bord en rapport dans cette vignette-là, parce que c'est effectivement via ce tableau de bord que vous allez aussi récupérer vos sirettes. Et vous allez voir l'état des sirettes dans notre base. Les autres types, alors pour éviter ces premières erreurs, on vous demande de veiller à bien indiquer dans votre logiciel de paye le SIRET de rattachement du salarié, la période déclarée, donc sachant que c'est mensuel, ben voilà, chaque mois en fait, vous devez vous assurer que vous mettez bien les bonnes données au moment où vous envoyez votre DSN. Pour les autres types d'anomalies, ce sont plus des anomalies qui ne sont plus liées à l'identification de l'établissement, mais plus au code risque lui-même qui a été attribué à la société et au taux qui est lié. Si vous mettez un code risque qui n'est pas connu dans notre base, nous aurons un rejet. Si vous mettez un code risque qui n'existe plus dans le barème, mais qui est connu dans notre base, qui pour autant ne convient pas à votre société, on aura également un rejet. Si vous avez un taux AT qui ne correspond pas au taux qui vous a été notifié sur l'exercice précédent, vous aurez un rejet également. Pour éviter ces erreurs, veillez à bien identifier dans le logiciel de paye toujours le code risque, le taux qui correspond et la période d'activité concernée. Je vous mets juste un exemple en dessous. Et alors, ce qui peut se passer au niveau de la vie de votre entreprise lorsque vous avez un déménagement en cours d'année, c'est de devoir faire des DSL une partie de l'année sur le SIRET du début de l'année et de devoir faire l'autre partie sur le nouveau SIRET. Alors, il faut bien penser toujours à ce qu'on disait tout à l'heure, à n'utiliser ce nouveau SIRET que quand il vous a bien été confirmé. Sinon, on aura également des rejets au moment de l'intégration. Donc, vous allez faire une partie des DSN sur le SIRET de départ et l'autre partie sur le SIRET d'arrivée. La CARSAT elle-même recevra donc cette année pour chaque semestre une DSN différente qui sera cumulée automatiquement si tout s'est bien passé au niveau des déclarations sur le SIRET d'arrivée. Et sinon, nous aurons des anomalies et nous devrons vérifier les périodes qui éventuellement se chevauchent ou qui sont non correspondantes. Donc pour chaque rejet, le gestionnaire va devoir reprendre les données qui ont été déclarées. Donc il vérifie la concordance de votre DSN avec la base CARSAT et également avec la situation à l'URSSAF. Il vérifie la conformité du code risque et du taux notifié et il vérifie la période de déclaration, qu'elle corresponde bien à une période d'activité à notre niveau. Si une incohérence persiste pour le gestionnaire au moment du traitement, il va prendre contact avec les données qui sont affichées sur la DSN. Alors pensez à bien renseigner les coordonnées du déclarant, donc soit le cabinet comptable, si la DSN passe par ce biais-là, soit ceux de l'entreprise. Dans toutes les formalités que vous faites, on est assez insistant, nous, pour communiquer là-dessus, sur le fait que des coordonnées sont quand même très, très utiles et on essaye de les mettre le plus souvent à jour possible. On a encore un cas particulier qui concerne plus le taux FSNA. Alors, toutes les entreprises ne sont pas concernées. Le taux fonction de nature administrative, support, pardon, c'est ce qu'on appelait auparavant le taux bureau. C'est un risque préférentiel qui est accordé uniquement sur demande écrite et selon des critères précis. Il faut veiller à déclarer uniquement les salariés qui ont été acceptés par la CARSAT. Donc, à chaque courrier que vous ferez pour demander un taux fonction support, vous allez avoir une réponse systématique de la CARSAT. On a un délai à respecter, mais on a de toute façon une réponse écrite obligatoire avec les noms des personnes, les fonctions qui ont été acceptées et éventuellement les personnes qui ont été refusées, si c'est le cas, ou le rejet complet de la demande, ça peut arriver également. Donc, on vous remet un lien sur la vignette au niveau de la documentation taux FSNA, des formulaires d'adhésion et l'adresse mail de la CARSAT pour les demandes particulières, justement, liées à ce taux fonction support.
Petite alerte en rapport avec ce taux fonction support. Si vous faites une DSN qui est non concordante, si vous avez 2 taux accident de travail, donc un risque principal et un taux FSNA, et que vous ne respectez pas la ventilation des salariés, nous aurons des données qui sont considérées comme non fiables, et nous aurons éventuellement au niveau de la fraude une mise en demeure, au niveau de l'URSSAF, pardon, une mise en demeure, car la déclaration peut être apparentée à de la fraude. Une dernière chose, en résumé, pour ces bonnes pratiques, donc ce qu'on vous rappelle principalement, c'est, au niveau de vos logiciels de paye, de bien alimenter les zones qui concernent le SIRET de rattachement de vos salariés, d'indiquer le code risque et le taux qui sont, en effet au moment, de la saisie des DSN, et de mentionner la période correcte également. En ce qui me concerne, j'ai terminé. Je vais passer la main à Johan, qui est tout prêt. Merci, bonne journée. Merci Catherine. Du coup, alors côté caisse primaire d'assurance maladie, déjà l'objectif de notre moment passé ensemble ce matin, c'est de vous permettre d'avoir un maximum d'éléments afin de comprendre d'une part le cheminement d'une DSN mensuelle et d'une DSN événementielle, un signalement d'événement, puisqu'on a cette particularité que n'a pas la CARSAT, c'est qu'effectivement de notre côté vous avez recours à des signalements d'événements. Donc on va voir tout ça, mais l'objectif c'est de vous permettre d'avoir tous les éléments afin d'être le plus autonome possible face aux envois, aux différents envois que vous devez effectuer. On pourra certainement pas répondre à toutes les questions ce matin. C'est pour ça que Clémence, à la fin du déroulé, pourra vous transmettra les différentes coordonnées des caisses primaires bretonnes que vous pourrez utiliser bien sûr pour toutes les questions que vous aurez. Voilà. On démarre par les fondamentaux. Alors les fondamentaux, c'est bien de démarrer par la base. Il est grandement préconisé de bien vérifier le paramétrage du logiciel de paie. C'est la base. Oui, si votre logiciel est bien paramétré, il y a de grandes chances que les informations transmises soient correctes. Une DSN, un bon paramétrage du logiciel en janvier ne sera peut-être pas bon au mois d'avril. C'est vivant, toutes ces données sont vivantes, donc il est indispensable de votre côté de vérifier, de faire une veille sur ce paramétrage du logiciel. Pensez également à mettre à jour les coordonnées des interlocuteurs, que ça soit sur le logiciel de paie d'une part, mais aussi sur l'interlocuteur Net Entreprise. Ça nous permet, lorsqu'on a besoin de communiquer avec vous, de communiquer auprès de la bonne personne. Bon, ça paraît, c'est du bon sens, mais on n'y pense pas. Enfin, il y a une mise à jour à faire de ce côté-là, une vérification. Je vous ai mis également, donc le replay sera disponible et vous pourrez télécharger la présentation. Comme ça, vous aurez le temps de regarder tous les éléments qu'on vous donne ce matin. Et je vous ai mis sur cette slide-là le cahier technique DSN à télécharger. Vous allez voir, c'est un document qui est très dense. Il fait, je crois, plus de 300 pages. Donc, de premier abord, comme ça, c'est, on se dit, oh là là, dans quoi je m'embarque. Maintenant, c'est très utile, même si on n'est pas un spécialiste des codes informatiques. Ça vous permet d'avoir de temps en temps, dans le tableau de bord qu'on verra tout à l'heure, vous avez des données chiffrées, des fois, c'est des codes. Donc, il suffit de copier-coller ces codes-là dans ce cahier technique et vous allez pouvoir rapidement voir de quoi il s'agit. Et donc, vous aurez un début de réponse aux interrogations que vous pouvez avoir. Voilà. Ouais, on vous met là le chemin pour mettre à jour les coordonnées sur Net Entreprise. C'est une page d'accueil que vous devez connaître par cœur, j'imagine. C'est la page d'accueil de Net Entreprise. Vous avez un rectangle jaune en haut à droite. Voilà, alors je sais pas, j'ai eu peut-être un petit problème de connexion. Si ça a été coupé, je suis désolé. Je suis de nouveau de retour. Donc il y a un petit rectangle jaune en haut à droite avec votre nom. Il suffit de cliquer dessus et vous allez voir apparaître des modifications et les données personnelles que vous pourrez modifier. Donc voilà, les coordonnées à jour sur Net Entreprise. Voilà, voici le chemin à prendre.
Toujours concernant les fondamentaux, bon c'est écrit peut-être un peu petit, mais c'est intéressant de bien comprendre le cheminement du flux DSN, pour bien comprendre les éventuelles anomalies que vous allez recevoir. Donc là, vous voyez, vous avez la DSN mensuelle d'un côté et la DSN événementielle de l'autre. Ces envois, ces flux vont être soumis à tout un tas de contrôles. Le premier gros contrôle, hein, se passe au sein du bloc 1, où là, ça va être un contrôle, une vérification de la norme informatique. C'est la norme, ce qu'on appelle la norme NeoDes. Donc là, c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir vous délivrer ou non le fameux certificat de conformité. Donc une fois que vous avez ce certificat de conformité, ça veut tout simplement dire que la retranscription informatique, que la norme informatique a été respectée et que l'attestation, par exemple l'attestation de salaire, va pouvoir être transmise. Donc, on va pouvoir avoir les éléments. Si vous n'avez pas ce certificat de conformité, ça signifie effectivement que vous n'avez pas, qu'il y a eu un problème dans le codage, dans l'envoi, mais c'est plus lié à un problème de paramétrage ou informatique. Ça ne respecte pas la norme et donc nous, on n'aura pas les éléments pour répondre on n'aura pas les éléments pour traiter le dossier. Donc, première vérification. Après, j'insiste bien, hein, le fait, ça peut créer un peu de confusion. Ça peut créer un petit peu de confusion dans le sens où on a un certificat de conformité, on a l'impression que tout est OK. Non, il faut aller un petit peu plus loin dans les vérifications et après ça se passe dans le bloc 3. Alors ce bloc 3 là, c'est, les vérifications des différents établissements. Bon, la CARSAT, la Caisse primaire d'assurance maladie par exemple. Donc certificat de conformité d'une part et ensuite vous pouvez avoir, d'autres anomalies liées à la reconstitution, c'est-à-dire qu'il y a un problème de dernier jour de travail qui est pas cohérent, il y a une incohérence entre la DSN événementielle, le signalement d'événement, et la DSN mensuelle. Voilà, vous voyez, bien vérifier. Mais toutes ces vérifications-là, vous allez pouvoir les faire au sein du tableau de bord qu'on verra un petit peu plus loin. Et ça me semblait important de vous montrer cette architecture pour bien comprendre le cheminement et répondre aux différentes anomalies que vous pouvez recevoir. Toujours dans la partie des fondamentaux. Là, ça concerne les blocs concernés par un signalement d'événement. Donc, lorsque vous faites un signalement d'événement, un arrêt de travail, par exemple, ou un accident, où vous devez déclarer un accident de travail, tous les blocs que vous voyez apparaître ici sont concernés par ce signalement d'événement. Donc, il est impératif que ces blocs soient bien renseignés, bien paramétrés, afin de nous envoyer un bon signalement d'événement. Donc le bloc 60, c'est au sein de ce bloc-là que vous allez avoir à renseigner le dernier jour de travail, la date de reprise, est-ce qu'il y a la subrogation ou non, tous les éléments indispensables au bon signalement. Voilà. Donc, superbe transition, hein. Je vous parle de signalement d'événement et donc on fait un point un petit peu plus précis sur signalement d'événement. Donc, tout est lié. Vous voyez des petits engrenages. Effectivement, tout est lié entre la DSN mensuelle et le signalement d'événement. Si la DSN mensuelle est correctement transmise avec les bons éléments, eh ben, nous, on aura les bons éléments également pour traiter l'arrêt de travail, l'accident de travail, puisque tout était renseigné au préalable. D'où l'intérêt, je le répète, hein, je suis un petit peu casse-pied avec ça, on va être casse-pied avec vous là-dessus, d'où l'intérêt et l'importance d'un bon paramétrage des données, de vos données sur le logiciel de paie. Donc vous avez bien compris, signalement d'événement via la DSN, il n'y a que des avantages, hein. C'est beaucoup plus simple puisque vous n'allez pas avoir de montant de salaire à compléter, contrairement à une complétude via Net Entreprise. Il n'y a pas de prime à indiquer, ça c'est un vrai sujet. Quand on doit le remplir manuellement, on peut vite faire des erreurs de saisie. Il n'y a pas de salaire rétabli à saisir puisqu'on a tous ces éléments via la DSN mensuelle. C'est beaucoup plus rapide, donc il y aura un gain de temps indéniable. Et en termes de fiabilité, c'est pareil, il y a pas photo puisque tout a déjà été traité. Donc là, vous voyez, il n'y a que des avantages à fonctionner de la sorte. Vous gagnez du temps, nous aussi, on est tous dans le même bateau, hein, sur ces sujets-là. L'objectif, c'est de nous transmettre des données fiables et rapidement, afin que de notre côté, nous, on puisse gérer les dossiers le plus rapidement possible et en fin de compte, indemniser soit l'employeur via la subrogation, soit le salarié directement. Voilà.
Dans quelle situation faire un signalement d'événement? Bon, j'imagine que vous le savez déjà, mais c'est bien de le répéter aussi. Alors déjà, il est obligatoire pour un arrêt de travail initial, hein, tout risque confondu, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, et quelle que soit sa durée. Ça, c'est important aussi. On peut se dire, tiens, il y a une carence de 3 jours, mon salarié est arrêté un jour, bon, c'est pas, ça sert à rien, on le fait pas. Si, c'est obligatoire de le faire, même s'il y a 1 ou 2 jours d'arrêt, tout simplement parce que vous savez pas, peut-être que cette personne-là sera prolongée. Donc non, c'est obligatoire de le faire quelle que soit la durée. Il faut le faire également lorsqu'il y a un changement de risque entre 2 arrêts. Donc un changement de risque, hein, c'est, je passe, je sais pas moi, d'une, congé paternité à une maladie. Voilà, c'est un changement de risque, il faut une nouvelle fois faire un signalement d'événement. Pour toute modification apportée sur l'attestation de salaire, effectivement, vous pouvez faire une annuleur en place afin de rétablir les bonnes données. Et en cas de reprise de travail anticipée, effectivement, vous avez noté au préalable une reprise prévue à telle date, le salarié reprend plus tôt que prévu, il ne faut pas oublier de signaler via un signalement d'événement. Il n'y a par contre pas de signalement à faire s'il y a une prolongation d'arrêt ou une reprise du travail à la date prévue. Pas nécessaire de refaire un signalement d'événement. Par contre, il faudra bien l'indiquer dans le logiciel de paie. Il faudra bien l'indiquer quand même. Voilà. On continue dans le détail d'un arrêt de travail, par exemple. Bon, effectivement, l'ergonomie peut être différente en fonction du logiciel de paie que vous utilisez. Maintenant, les informations sont les mêmes, hein. Il suffit de se laisser guider, c'est relativement simple. Il faut déjà saisir la nature de l'arrêt et ensuite les dates, le dernier jour de travail. Alors, dernier jour de travail, il faut être bien vigilant. On a des modes opératoires à disposition, il ne faut pas hésiter à nous les demander. On peut vous les envoyer, c'est une petite fiche bonne pratique pour ne pas oublier comment saisir et comment bien saisir un dernier jour de travail. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions plus précises à ce sujet-là. Ça peut être une solution de vous envoyer ces fiches d'information. Mais rien de compliqué. Vraiment se laisser guider, c'est pas, c'est relativement bien, c'est relativement fluide en général sur les différents logiciels de paie. Les bons réflexes pour un bon signalement d'événement. Alors, je le répète, tout arrêt doit être déclaré, peu importe sa durée. Ça, d'accord. Les arrêts de travail sont à déclarer en signalement d'arrêt au fil de l'eau. Ça, c'est capital, c'est très important. C'est-à-dire que faut éviter à tout prix de se dire, alors malheureusement, par exemple, vous travaillez dans une entreprise qui fait face à beaucoup d'arrêts. Parce c'est une activité à risque, il y a pas mal d'accidents de travail, par exemple. Il faut à tout prix éviter de se dire, bon, bah, moi, je me charge de ces déclarations-là le 25 de tous les mois. On peut se retrouver du coup avec des grands décalages entre le dernier jour de travail effectif et la gestion du dossier. Ce retard-là, on ne pourra pas le rattraper de notre côté. Donc, il faut vraiment faire ces signalements d'arrêt au fil de l'eau. Dès lors que vous avez connaissance d'un arrêt, il faut y faire ce signalement d'événement. Voilà. Renseigner la date de reprise de travail réelle ou date prévisionnelle, effectivement. Modifier la date de fin prévisionnelle d'arrêt dans votre logiciel de paie pour qu'elle soit remontée lors de la DSN mensuelle suivante. Effectivement. Comme je vous le disais, comme je le répète, tout est lié, donc c'est important de le faire. Renseigner la date réelle de reprise de travail afin de clôturer l'arrêt dans le logiciel de paie. Effectivement, puisqu'il y a une génération systématique d'une attestation d'ouverture de droit au-delà de 6 mois. Donc ça peut entraîner une gestion inutile au sein de nos caisses. Donc là, il y a beaucoup de pertes de temps à gérer ces dossiers qui n'auraient pas dû être gérés. Voilà. On continue, on passe sur la deuxième phase, sur ce sujet qui est très important, qui est capital aussi dans le suivi de vos signalements et de vos DSN. Donc le tableau de bord. Alors, 2 solutions pour le tableau de bord. Soit vous avez un tableau de bord directement lié à votre logiciel de paie, soit direction Net Entreprise et vous avez le tableau de bord Net Entreprise. Donc pareil, les ergonomies du coup diffèrent. Donc c'est un élément essentiel, effectivement. Alors là, vous avez une copie d'écran du tableau de bord de Net Entreprise. C'est une présentation, ça doit parler à certains. Vous avez, par exemple, dans l'onglet, alors même si c'est petit, on peut deviner, vous avez dans l'onglet récapitulatif la possibilité
d'avoir les éléments transmis en DSN mensuel et les éléments transmis en signalement d'événement, DSN événementiel. Donc là, dans l'exemple, on n'a pas grand-chose. On va le voir un petit peu plus loin, mais il suffit de cliquer sur, si vous voulez vérifier les signalements d'événements, vous cliquez sur signalement d'événements et vous allez avoir les différents flux passés, rejetés ou conformes. Alors, c'est là qu'il va falloir être vigilant. Donc là, je vous ai mis en avant justement l'onglet récapitulatif avec un peu plus d'exemples. Vous avez, donc on a cliqué sur signalement d'événements. Donc là, c'est tous les éléments transmis en signalement d'événements. Arrêt de travail, accident de travail, paternité, maternité, etc. Là, ce qu'on peut voir apparaître, c'est qu'il y a des événements, des signalements d'événements rejetés en rouge. Pour voir ce qui s'est passé, vous avez la petite loupe en bout de ligne. Là, si c'est rejeté, ça signifie qu'il n'y a pas eu de. Là, si c'est rejeté à cet endroit-là, c'est qu'il n'y a pas eu de certificat de conformité. Donc là, il faut aller voir ce qui se passe et rétablir la situation. En dessous, vous avez les signalements d'événements conformes. Alors là, on peut se dire aussi, c'est conforme, c'est bon, moi j'ai fait mon boulot, tout est passé, ok. Ça serait trop facile, ça serait trop simple. Donc là, c'est bien vert. Maintenant, vous avez d'autres vérifications à faire. Là, c'est vert, ça veut dire qu'on vous a attribué un certificat de conformité. La norme informatique, la norme NeoDes est bien passée, pas de souci. Vous allez dans la petite loupe et ensuite, vous allez pouvoir accéder au bilan de traitement. Et là, dans ce bilan de traitement, c'est à cet endroit-là, toujours la petite loupe au bout pour vérifier. Dans ces bilans de traitement, vous allez avoir les comptes rendus métiers. Donc là, est-ce que tout est cohérent avec la DSN mensuelle et le signalement d'événements? Est-ce que tout est OK? Est-ce que le DJT est OK? Enfin voilà, tous ces éléments-là, si tout est bon, vous allez avoir un compte rendu positif, OK, et ça va suivre son cours, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas indemnisé. Par contre, à cet endroit-là, vous pouvez aussi avoir des anomalies, une incohérence entre la DSN mensuelle et la DSN événementielle. Et donc là, vous allez pouvoir accéder au bilan de traitement avec un compte rendu métier qui vous donnera les informations à suivre afin qu'on puisse bien gérer les dossiers concernés. Voilà. Vous voyez l'architecture. Donc, toujours aller suivre la petite loupe, aller au fond des vérifications. Ne vous arrêtez pas, surtout pas justement à ce signalement conforme. Il faut aller plus loin dans les vérifications afin d'avoir tous les éléments. Donc ouais, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vraiment aller au bout pour avoir les comptes rendus métiers, bilan de traitement, compte rendu de métier, et ensuite là vous allez avoir un flux bloquant ou non bloquant. Pareil, une anomalie, par exemple, vous allez pouvoir avoir cet intitulé là, anomalie non bloquante pour une DSN mensuelle. Il faut quand même aller vérifier et rectifier cette anomalie non bloquante, puisque cette anomalie non bloquante peut devenir bloquante dans le cadre d'un signalement d'événement. Vous voyez le cheminement. Donc vraiment aller au bout des choses et essayer de rétablir un maximum ces anomalies que vous pouvez avoir rencontrées. Bon, j'espère que ça va vite, C'est un vrai sujet qui est qui est très dense. On pourrait passer une demi-journée à parler des anomalies bloquantes, non bloquantes. Maintenant, bon, on va vous mettre aussi des exemples d'anomalies, de compte rendu, toutes ces choses-là. Ça rejoint ce que je viens de vous dire, mais quand on va au bout, donc accéder au bilan de traitement, là par exemple, on a un bilan OK. Donc là, vous étiez, par exemple, vous vous rappelez des SN événementiels, conforme, OK. Donc la loupe, vous allez aller dans bilan de traitement, accéder au bilan de traitement. Et là, on a compte rendu positif, très bien. C'est-à-dire que si vous avez un compte rendu positif, c'est que de votre côté, vous avez fait le job en tant qu'employeur. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'on ira au bout de l'indemnisation du dossier, parce qu'il nous manque peut-être encore un élément. Et là, ça apparaît comme anomalie. Et l'anomalie, dans l'exemple renseigné, là, c'est que la prescription médicale d'arrêt de travail, la PRN, n'est pas réceptionnée. Donc là, l'anomalie est liée au salarié et à l'assuré. Donc il nous manque un élément pour aller au bout de l'indemnisation. Par contre, de votre côté, vous avez fait le boulot. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de possibilités.
Exemple d'anomalie, bon là, je vous ai mis toute une liste d'anomalies, hein, que vous pourrez consulter lorsque vous téléchargerez le fichier, il n'y a pas de souci. Après, il y a des anomalies qui reviennent plus souvent, comme l'historique anomalie de la reconstitution de la DSIJ. Vous pouvez avoir cette anomalie, historique manquant, ou historique manquant avec le mois de la DSN qui manque. Alors là, ça peut être plusieurs choses à la fois. Donc c'est bien, c'est une réponse une réponse très précise. Ça peut être plusieurs choses à la fois. Non. Alors, ça peut être effectivement, comme son nom l'indique, un historique manquant, puisqu'il faut 3 mois d'historique en DSN pour la maladie et 12 mois pour un accident de travail. Bon, ça peut être ça, où là, on ne pourra pas traiter le dossier, effectivement. Mais ça peut aussi être dû à un changement de numéro de contrat, par exemple. Quelqu'un qui, dans la vie de l'entreprise, qui a changé son poste, qui a une modification dans la vie du contrat du salarié, l'outil DSN ne va pas savoir, ne va pas reconnaître. Lui, il est bête et discipliné. Il a ce contrat-là, il n'est pas récent. Oui, après, vous allez vous dire, oui, mais ce salarié, il est là depuis très longtemps. Il est là depuis très longtemps, mais il a changé de numéro de contrat, il a changé de poste, auquel cas l'historique se retrouvera manquant. Donc là, une nouvelle fois, il faudra bien retourner sur le paramétrage du logiciel pour modifier tous ces éléments-là. Je vous ai mis aussi, depuis tout à l'heure, je vous parle de compte rendu positif et négatif. Alors là, ce sont des exemples de compte rendu positif. Ça veut dire que de votre côté, vous avez fait le job, donc compte rendu métier positif. Maintenant, vous avez fait votre boulot. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'on va au bout de l'indemnisation s'il nous manque un élément. Par contre, compte rendu négatif, par exemple, là, la deuxième ligne, j'ai un DJT non cohérent, là, ouais, c'est à vous d'aller vérifier. Vous avez un compte rendu négatif, il va falloir peut-être modifier le dernier jour de travail. Il y a une vérification à faire là-dessus. Régime n'ouvrant pas droit aux IJ, alors là, vous allez avoir un compte rendu positif. C'est plutôt côté assuré qu'il va falloir qu'on creuse pour établir cette anomalie, ce problème-là. Donc il y a une multitude de possibilités, d'où l'intérêt vraiment de suivre l'envoi des flux et puis les bilans de traitement et les différentes anomalies. Voilà. Bon, j'arrive au bout de la présentation. Une nouvelle fois, hein, j'ai bien conscience que toute cette partie anomalie, bilan de traitement, c'est assez dense et il y a un cheminement. Il faut bien manipuler déjà le tableau de bord pour appréhender tous les outils. Mais Clémence va vous donner les différentes coordonnées afin qu'on puisse vous accompagner dans ces différents téléservices, services en ligne, pardon. Voilà. Oui, donc pour nous joindre, il y a un numéro unique pour les entreprises qui est le 36 79. Vous pouvez également nous joindre par mail. Donc ma collègue Laurence va mettre les liens des mails dans l'onglet chat. Et pour retrouver notre actualité ou nous contacter, donc vous pouvez vous rendre directement sur le site de la CARSAT de Bretagne, carsa-bretagne.fr, et sur le site donc de l'assurance maladie amélie.fr, il-et-vilaine entreprise, ou également nous suivre sur nos réseaux sociaux LinkedIn. Pour contacter notre entreprise, donc rendez-vous sur net-entreprise.fr ou par téléphone au 0806 800 700, ou il y a également la possibilité de contacter la hotline DSN au 0811 376 376. Donc si vous avez des questions, continuez à les poser dans l'onglet questions. Nous avons des questions. Adeline Pavis nous demande comment procéder si nous devons changer les coordonnées de l'administrateur du compte NetE. Alors les coordonnées, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les coordonnées du compte Net Entreprise. Ça se passe sur le rectangle jaune en haut à droite sur la page d'accueil et vous allez avoir la possibilité de changer les informations personnelles. Voilà, je pense que c'est à cet endroit-là, il faut modifier vos coordonnées, votre mail. Après, il y a toute cette question aussi d'habilitation de déclarants et administrateurs. Alors, il y a aussi un point important, c'est-à-dire que pour avoir accès à ces comptes rendus métiers, ceux qui ont accès à ces comptes rendus là, c'est soit le déclarant, alors c'est
l'administrateur et le déclarant. S'il y a plusieurs déclarants, les autres déclarants qui n'ont pas envoyé le flux n'auront pas accès au compte rendu métier. Alors, je sais pas si je suis clair, si, j'espère. Mais oui, c'est l'administrateur et le déclarant, la personne qui a envoyé le flux. Les autres déclarants de l'entreprise n'auront pas accès à ces comptes rendus envoyés par un collègue, quoi. Alors, nous avons une autre question de Lucas. Est-ce qu'un signalement d'événement est obligatoire pour un agent Ircantec et CNRACL et est-ce obligatoire pour un contractuel? Alors, il y a un minimum d'heures de mémoire. Alors, j'ai peur de ne pas être très précis là-dessus, mais si, je crois que c'est 28 heures. Si c'est au-delà de 28 heures, on peut plus, vous n'avez pas de signalement à faire. C'est en dessous de 28 heures dans le contrat de travail. Voilà, j'espère que ça. Après, je pourrais revenir plus en détail peut-être sur cette question-là, mais voilà. Il y a une obligation, mais c'est une histoire d'heures dans le contrat de travail. Donc après, il y avait des questions par rapport à la fiche pratique du dernier jour de travail. Donc Laurence a mis le lien dans le chat, donc elle peut vous le remettre. Oui, alors effectivement, un dernier jour de travail, on a différentes fiches de bonnes pratiques. Maintenant, ces informations-là, vous pouvez les retrouver aussi sur le compte Amélie entreprise. Vous allez pouvoir avoir le fonctionnement du dernier jour de travail. Ouais, c'est bien d'avoir un rappel, surtout si vous ne faites pas de signalement très souvent. Bah, c'est bien d'avoir cette bonne pratique, mais pas de souci, envoyez-nous un mail et puis on vous transmet ces fiches pratiques avec plaisir. Alors, nous avons une question de Myriam. Je n'ai pas les comptes rendus métiers alors que je suis administrateur. Ah, bah, écoutez, là, faudrait voir et approfondir le sujet. Administrateur, c'est pareil, est-ce que l'adresse mail, alors vous pouvez être administrateur, mais avec une adresse mail qui est erronée peut-être? Je sais pas, faudrait approfondir le sujet. Vous avez un numéro qui est attribué à Net Entreprise, DSN? Faudrait vérifier, ouais. Alors là, je peux pas vous dire comme ça, effectivement, c'est pas logique, c'est pas normal. Nous avons une question d'Audrey donc, qui demande comment faire des régularisations en DSN mensuelles quand il y a un changement de logiciel de paye. Donc pas de possibilité de faire une annulaire en place et pas d'historique dans le nouveau logiciel. Donc changement de logiciel de paie et faire une annulaire en place. Alors là ouais, faudrait déjà voir avec votre éditeur. Il y a des passerelles qui peuvent exister. Je maîtrise pas, j'ai pas tous les détails là-dessus. Et pour les signalements d'événements, dans ce cas-là, il y aura pas le choix si ça fonctionne pas que d'avoir recours à Net Entreprise pour faire ces signalements d'événements. Le signalement d'événements Net Entreprise, hein, ça reste une solution de dépannage comme celle-là, hein. Maintenant, là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller plus loin dans l'explication. Mais pareil, si je pourrais aller à la pêche aux infos, hein, pas de souci. Envoyez-nous les questions comme ça avec vos coordonnées afin qu'on essaye de répondre plus précisément à ces questions-là. Désolé de ne pas pouvoir être plus précis. Merci pour toutes ces réponses. Donc ce webinaire touche à sa fin. Vous allez recevoir dans quelques minutes le replay de ce webinaire par mail. Et nous vous remercions d'avoir participé à cette présentation et nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.